C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le sommet des BRICS s'est poursuivi ce mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. La journée a été marquée par l'adoption par les pays membres d'un document qui définit les principes d'un élargissement à d'autres pays. Les détails dans ce journal. Jour de vote au Zimbabwe, des élections générales marquées par des perturbations. Certains bureaux n'avaient pas de bulletins. Le candidat de l'opposition Nelson Chamisa a dénoncé des fraudes. On fera le point dans un instant. Et puis dans ce journal, on ira également au Niger où l'ONU tente d'acheminer des convois humanitaires. L'Organisation des Nations Unies a dû solliciter la CEDEAO pour la reprise de ses vols et des convois terrestres. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, c'est l'information de la soirée. L'agence TASS en Russie a annoncé après le crash d'un avion au nord de Moscou que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Evgeny Prigojine. Il avait défié le pouvoir du Kremlin en juin dernier. Evgeny Prigojine est connu comme le patron du groupe Wagner, un groupe de mercenaires très présent en Afrique. Dirigé par Evgeny Prigojine, le groupe paramilitaire russe Wagner avait ces dernières années un terrain de chasse favori, c'est l'Afrique. Continent où ces mercenaires seraient aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays. Formation de l'armée et surtout de la garde présidentielle en Centrafrique. Répression des manifestations anti-El-Béchir au Soudan. Ou encore livraison d'armes et combat avec l'armée du maréchal Haftar en Libye. Ces missions varient d'un pays à l'autre. Le modèle économique africain de Wagner, lui, est toujours le même. C'est la prédation des ressources locales en échange de ses services. Comme au Mali et en Centrafrique, où le groupe a fait main basse sur plusieurs mines d'or du pays. À la clé, une immense manne financière, inchiffrable, mais indispensable pour financer les opérations de ces derniers mois en Ukraine et surtout bien payer ses hommes. Le sommet des BRICS a entamé sa deuxième journée. Les pays membres, dont l'Afrique du Sud, ont adopté un document qui définit les lignes directrices et les principes d'un élargissement à d'autres pays. Les BRICS sont en quête d'influence, notamment sur la scène diplomatique. Maya Anaïs Yatagen. Le club des 5, bientôt 6 à table. Pour la première fois depuis 2010, les pays du BRICS affirment leur volonté d'accueillir de nouveaux membres dans leur rang. Il faut que davantage de pays rejoignent la famille des BRICS, mettent en commun leur sagesse et rassemblent leurs forces pour rendre la gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable. Les 5 membres actuels doivent encore discuter de l'ampleur et de la rapidité de l'expansion, car l'Inde, qui se méfie des ambitions de son rival régional chinois, n'a donné le feu vert pour un élargissement que sous réserve d'un accord précis sur ses modalités. Jusque-là, il n'existait en effet aucun critère d'adhésion pour rejoindre les pays du BRICS, qui représentent actuellement 23% du PIB mondial et 42% de la population globale. Une vingtaine de nations, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran ou encore l'Algérie, a déjà fait acte officiel de candidature pour rejoindre un bloc de pays non alignés qui se veut un contrepoids à l'Occident. La guerre en Ukraine met en évidence les limites du Conseil de sécurité de l'ONU. Beaucoup de crises n'ont pas la même attention et les BRICS représentent un forum dans lequel il est possible de discuter des principaux problèmes liés à la paix et à la sécurité. Le président russe a participé au sommet par visioconférence à cause du mandat d'arrêt international lancé contre lui pour crimes de guerre en Ukraine. C'est donc depuis Moscou que Vladimir Poutine a annoncé que le prochain sommet des BRICS serait organisé par la Russie à Kazan en octobre 2024. On en vient aux élections générales au Zimbabwe. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir notamment un président. Les enjeux sont énormes et à la hauteur des attentes. La journée a été marquée par des perturbations dans le vote. Certains bureaux n'avaient pas de bulletin. Le candidat de l'opposition Nelson Chamisa a dénoncé des fraudes. Shirley Sidbon. Ces électeurs sont du genre prévoyant. Arrivés devant leur bureau de vote des heures en avance, ils découvrent sur place que les bulletins n'ont pas encore été imprimés. Des noms d'électeurs manquent également sur le registre. Je suis prête à dormir ici. Je ne pars pas avant de voter. Mes enfants souffrent trop. Il n'y a pas de travail, pas d'éducation. On n'a pas les moyens pour la payer. Est-ce professionnel?
Est-ce que cela montre une capacité à organiser une élection? La conclusion, c'est que nous, les citoyens du Zimbabwe, nous n'allons pas avoir confiance quand les résultats vont tomber, surtout si le président sortant l'emporte. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, 80 ans, fait face pour la deuxième fois au même candidat de l'opposition, Nelson Chamisa, 45 ans, de la coalition des citoyens pour le changement. Chamisa voit dans les problèmes de l'organisation du vote une tentative délibérée d'influencer les résultats. C'est une manœuvre évidente. Il vise les zones urbaines. Il s'assure que des bulletins manquent. Des ONG avaient critiqué les autorités pour avoir entravé, selon elles, les campagnes de partis de l'opposition. Le président sortant, lui, appelle au calme. La paix, avant, après et durant le vote. Emmerson Mnangagwa qui salue la forte participation des jeunes. La diplomatie algérienne mobilisée pour la crise au Niger. Alger, fermement opposé à toute intervention militaire dans le pays, a envoyé mercredi son ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana, où siège la CEDEAO, pour tenter de trouver une issue à la crise. Et on continue de parler du Niger, où l'ONU a sollicité la CEDEAO pour permettre la reprise de ses vols et de ses convois humanitaires vers le Niger. L'aide alimentaire est de plus en plus difficile à distribuer dans le pays. Les provisions manquent, les plus vulnérables risquent de souffrir rapidement de pénuries. Reportage de nos équipes sur place. Plus aucune aide alimentaire de l'ONU ne rentre au Niger. La fermeture des frontières avec les pays de la CEDEAO, sanction décidée quelques jours après le coup d'État, empêche l'arrivée de milliers de tonnes de vivres dans le pays et entraîne l'augmentation des prix des denrées sur place. L'ONG Karkara, partenaire du Programme alimentaire mondial, distribue de l'argent liquide aux plus démunis. On les remercie vraiment, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on nous a donné 10 €. Mais ce n'est plus suffisant, même pour payer un sac de maïs. Parce qu'aujourd'hui, un sac de maïs coûte 53 €. Ce serait en fait mieux qu'on nous donne des denrées alimentaires directement. Moi et mes enfants, nous sommes 7. Ailleurs dans le pays, la crise est encore plus profonde. Certains villages dépendent de la livraison de denrées alimentaires via des convois de camions. Aujourd'hui, bloqués au Togo ou au Bénin voisin. Auparavant, par exemple, quand on prévoit une distribution, la livraison des vivres, c'est dans une semaine on fait la livraison. Mais maintenant, on a des zones où ça fait plus de 3 semaines, on n'a pas livré des vivres depuis que la situation a commencé. C'est aujourd'hui plus de 3,5 millions de personnes qui auraient besoin d'une assistance alimentaire au Niger, un chiffre qui pourrait rapidement augmenter si les sanctions de la CEDEAO devaient encore durer. La CEDEAO a été contactée pour qu'une solution soit trouvée le plus urgemment possible, surtout pour les cargos humanitaires, le service humanitaire aérien est en ce moment en suspens, en stand-by, parce que nous n'avons pas accès au carburant qui puisse aider à faire voler ces avions à l'intérieur du Niger. Pour le moment, aucun accord n'a été trouvé pour permettre à l'aide humanitaire de rentrer dans le pays. Le temps est compté. Le PAM n'aurait plus qu'un mois de stock de vivres stationnés au Niger, alors même qu'une partie des produits destinés à cette aide est en train de pourrir à l'extérieur du pays. En bref, le Soudan est toujours en proie à de violents combats qui opposent depuis mercredi à Khartoum l'armée aux paramilitaires. Les forces de soutien rapide du général Mohamed Daglo ont lancé l'assaut dimanche dans plusieurs directions sur une vaste base regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale. Un conflit qui a de nombreuses conséquences, notamment sur les enfants. Des millions d'entre eux se retrouvent aujourd'hui déscolarisés et sans perspective d'avenir. La guerre civile qui oppose l'armée aux rebelles paramilitaires a conduit à la fermeture de plus de 10 000 écoles depuis le mois d'avril. Laurent Berstecher. Depuis le plus jeune âge, Arafa Ibrahim rêve de devenir médecin. Mais alors que le conflit continue de faire rage au Soudan, la jeune femme, aujourd'hui réfugiée au Tchad, commence à perdre espoir.
J'ai débuté mes études en 2017, mais je n'ai toujours pas mon diplôme à cause des problèmes de sécurité. Il y a peu, ils ont détruit l'université et ça m'a détruit moi aussi. Je n'ai plus d'avenir. Je repars de zéro, c'est comme si je n'avais jamais étudié. À l'image d'Arafat, des millions de jeunes Soudanais sont aujourd'hui déscolarisés à cause de la guerre. Depuis le début du conflit opposant l'armée aux rebelles du RSF, plus de 10 000 écoles ont été fermées, détruites ou reconverties en centres d'accueil. Le ministre de l'Éducation a également annulé les examens de fin d'année dans les zones à risque, laissant l'avenir de l'éducation nationale en suspens. On a des problèmes de place. Certains élèves doivent amener leurs propres chaises. On manque aussi de manuels scolaires. Personne ne sait quand la rentrée aura lieu. Les ONG tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Ces enfants déscolarisés sont de plus en plus vulnérables face aux abus. Plusieurs rapports font état d'enfants recrutés par les milices ou les groupes armés. Des abus sexuels à grande échelle ont également été signalés. Face à un conflit qui s'enlise, l'accès à l'éducation se fait de plus en plus rare au Soudan. Selon les associations, le nombre d'enfants déscolarisés est passé de 7 à 9 millions depuis le mois d'avril. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme en Tunisie. 5,4 millions de touristes ont visité le pays depuis le début de l'année, selon le ministère du Tourisme, soit une augmentation de 66% par rapport à 2022. Une hausse également enregistrée sur l'île de Djerba, visée par une attaque terroriste en mai dernier. Reportage de Lilia Blazé Hamdit Lili. En mai dernier, lorsque nous avions rencontré Ariel, bijoutier juif de la Médina de Djerba, il était encore sous le choc de l'attaque contre la synagogue de la Griba. 4 mois plus tard, il travaille dur pour faire face à l'afflux de touristes sur l'île et pour répondre aux demandes de la saison des mariages. Une reprise au goût doux amer. Il faut être honnête, tout le monde est content, tout le monde travaille. La vie, elle continue. C'est vrai qu'il y a un peu de tristesse, mais c'est la vie, paix à leur âme, les personnes qui se sont décédées. Sur l'île, les hôtels affichent un taux d'occupation avoisinant les 100%. Mais dans le quartier juif de la Hara, l'affluence n'est pas la même que les années précédentes. Les meilleures brochettes de l'île, chez Bini. La vérité, il faut dire la vérité, ça a quand même bien baissé ici. Mais bon, il fallait s'y attendre. La diaspora juive à l'étranger a un peu peur. Djerba a diversifié depuis quelques années son offre touristique, hors des plages et des hôtels. Dans le village populaire d'Eriad, les peintures murales de Djerba Oud attirent touristes et Tunisiens en vacances. Mais la véritable star de ce musée à ciel ouvert, c'est ce guide, Yassine, qui en connaît chaque recoin. Tu vois, cette 404 bâchée, elle est en 3D. Tu peux prendre une photo de ce côté ou de l'autre. L'artiste qui l'a peinte est très connu pour faire ce genre d'œuvre. Il habite dans ce quartier qui était défavorisé avant l'arrivée de ces peintures urbaines. Grâce au tourisme, Samira, sa grand-mère, a pu ouvrir son café. Djerba Oud a vraiment dopé le tourisme ici et de manière générale, nous avons des visiteurs de tous les pays qui passent par chez nous. Parmi les nombreuses nationalités présentes sur l'île, le marché français est en tête avec 152 000 visiteurs cette année. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.